France. Ils étaient partis pour un voyage d'une grosse semaine. Les astronautes Butch Wilmore, 61 ans, et Suni Williams, 58 ans, pourraient rester dans l'ISS jusqu'en février 2025. Partis à bord de la capsule Starliner de Boeing, ils devraient la quitter grâce à une capsule du concurrent SpaceX. La décision sera prise dans les prochains jours. Et là, c'est quand même un événement assez incroyable. Pour en parler, on a avec nous Michel Chevalet, journaliste et expert scientifique, créateur de la chaîne YouTube Comment ça marche. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1, Michel. C'est un grand plaisir, mon cher. Michel, expliquez-nous ce qui s'est passé pour ces astronautes. Ça paraît incroyable. C'est digne d'un... Spielberg va vous faire un film là-dessus. Oui, c'est incroyable. Alors, je vous résume très rapidement l'affaire. Elle remonte à 10 ans. Il y a 10 ans, vous savez, les États-Unis ont arrêté les navettes parce qu'elles étaient devenues dangereuses. Donc, l'Amérique s'est retrouvée sans moyens de transport spatiaux pour aller desservir la station spatiale. Donc, ils ont été obligés, vous imaginez la grande Amérique de Trump, d'aller voir les Russes et de leur dire, bon, on va vous acheter des cabines Soyouz et puis vous allez véhiculer nos gars. Ils l'ont fait, mais c'était impensable. Et là, on a lancé donc, la NASA a dit, c'est terminé, on va faire appel au privé, puisqu'on n'est pas capable, et on va lancer un appel d'offres. Allez, qui va fabriquer une fusée et puis une cabine spatiale pour desservir la station? Les deux gagnants, ça a été SpaceX, vous avez vu le résultat, il y a eu 4,5 milliards de milliers dans l'affaire, et Boeing. Mais Boeing a raté son entrée, il a traîné, ils ont perdu la main, ils ont eu des problèmes pour la conception de la cabine spatiale. Le premier vol, il a foiré. Le deuxième, il y a eu des problèmes d'informatique. Le troisième, enfin, il y a eu un rendez-vous automatique. Et le quatrième, c'est le coup-ci, et là on y arrive, on a dit, maintenant, puisqu'elle marche, on va mettre 2 membres d'équipage il y a 4 places, 2 membres d'équipage. Et là, il y a eu des problèmes, des fuites d'hélium, on ne sait pas trop l'explication qui a été donnée, les propulseurs, et c'est le point le plus important, qui se sont mis à chauffer. Enfin, l'amarrage a eu lieu, nos 2 astronautes sont rentrés dans la station, et là, est arrivé, donc pendant 8 jours, c'était prévu. Et puis après, il a dit, on va revenir sur Terre. Et là, c'est là où commencent les problèmes. La NASA a dit, oh là là, attendez, on n'a pas compris pourquoi il y a des fuites d'hélium. Ça veut dire, Michel, je vous coupe. Voilà. Ça veut dire que pour la NASA, il y a un risque pour que Starliner n'arrive pas à rentrer. Alors, Michel, vous allez continuer à nous raconter ça dans un instant. On va marquer une courte pause et on continue de parler de cette histoire juste après, d'accord ? Ok. À tout de suite, Michel. Vous restez avec nous, Michel, puisqu'on continue après le journal permanent qui arrive dans quelques instants. Maud Tambellini donc sera avec nous pour le journal permanent de 12h30. Et Europe 1 et vous, ça continue jusqu'à 13h. Restez avec nous, à tout de suite. Europe 1 et vous, 11h, 13h, Mickaël Dorian. 12h33 dans Europe 1 et vous, et nous sommes toujours avec Michel Chevalet, journaliste et expert scientifique, créateur de la chaîne YouTube Comment ça marche, pour parler notamment de ces 2 astronautes coincés sur l'ISS, peut-être jusqu'au mois de février. Ils étaient partis pour un séjour d'une semaine et pourraient finalement y rester plusieurs mois. C'est un sacré changement de programme pour ces astronautes, Michel, qui, on peut le dire, ne feront pas Noël à la maison. Non, mais et puis ce sont des astronautes des astronautes qui ne sont pas tout jeunes non plus, Michel, 61 ans, 58 ans. Vous avez raison, mais justement, là, la NASA elle a bien choisi l'équipage. Comme c'était un premier vol expérimental, un vol d'essai, il y a toujours des petits ennuis, des aléas, il faut des gens expérimentés. Donc tous les 2 ont déjà effectué 3 voyages dans l'espace. Donc ça, de ce côté-là, ils sont bien choisis. Mais par contre, le problème, pour eux, c'est un problème psychologique. Ils ont quitté la maison, ça devait durer 1 semaine. Là, ils sont partis pour 8 mois. C'est terrible. Mais alors, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un risque à rester sur l'ISS plus longtemps que prévu ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de manque d'oxygène ou de choses comme ça ? Non, alors le risque, si vous avez bien compris, les hésitations de la NASA et de Boeing, parce qu'il y a Boeing, tout le monde le constructeur, qui n'a pas la main heureuse en ce moment, c'est qu'il y a un grave problème au moment du retour sur Terre. C'est ça. La capsule est intacte, mais on n'est pas sûr du fonctionnement de ses moteurs. Et donc, il pourrait y avoir un risque. Moi, à mon avis, ils sont trop prudents, ils ont peur. La NASA a peur, et Boeing, d'un grave accident. Auquel cas, ça compromettrait gravement tout le développement du futur programme lunaire, parce qu'il fallait 2 types de fusées. Voilà, c'est ça. Alors, pour
pour ce qui se passe dans la station, bon, il y a 2 habitants de plus. Est-ce qu'on peut les loger? Réponse oui. Mais les vrais problèmes, tous les mois, il y a des cargos, Sinus, des Progress russes. La station est ravitaillée avec des vivres, il y a de l'eau, il y a à boire, il y a à manger, ça va. Mais, et le linge, et du linge propre. Mais le vrai problème, il est comment les occuper. Voilà, des gens qui n'étaient pas prévus dans le programme. C'est un vrai club de vacances, la station spatiale, d'après la façon dont vous nous la décrivez, Michel. Oui, mais le problème, les gens, les occupants, tout ça c'est prévu des années à l'avance, ils ont un programme de travail. Là, le programme de travail était symbolique, était prévu pour une semaine, il n'est pas prévu pour 8 mois. Donc il faut faire les occuper sur le plan psychologique. Et l'autre problème, c'est où dormir. Il y a des chambres à coucher pour 5-6 astronautes. Mais là, ils sont 7-8. Et donc, à partir de moment, ils vont faire du camping. Et des conditions d'hygiène aussi qui vont être très, très, très compliquées. Donc, c'est pas une mince affaire. De tourveau. Voilà. Pendant 8 mois, effectivement, c'est du camping. Et puis, vous l'évoquiez, Michel, c'est quand même une sacrée mauvaise pub pour Boeing. Une de plus avec tout ce qui leur arrive ces derniers temps. Oui, mais ils ont même des problèmes avec le F-35, l'avion de dernière génération, le chasseur qui coûte une fortune et qui est très 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 complexe. La grande Boeing, celle qui a fait des grandes premières en aéronautique et en spatial, attendez, elle a participé au programme Apollo. Elle a perdu de son aura et il faut qu'elle se ressaisisse sérieusement. Et là, ce qui se passe, c'est symptomatique, je dirais bien, d'un perte de savoir-faire de la maison Boeing. Et c'est Elon Musk qui doit se frotter les mains. Bien sûr. Et on cherche une fusée qui marche bien, on cherche une cabine qui dessert la station. Ils en sont à leur 8e vol, ils vont entamer le 9e. Elon Musk, il a dit, les gars, vous cherchez, moi j'ai tout ce qu'il faut. Tout de suite. Comme il dit, et Elon Musk leur a dit, je vous propose un truc. Il y a une mission, la 9e, pour la station qui doit partir, avec 4 astronautes. Écoutez, je vais enlever 2 astronautes, je vais laisser 2 fauteuils de vide, et on va partir mi-septembre, en direction de la station. Mais ils ne pourront pas revenir que 6 mois après, au mois de février. Voilà pourquoi on annonce que le retour ne se fera qu'en 2025, à moins au 15 septembre, il va y avoir un dernier check-up de la capsule Starliner, où là, la NASA dira, écoutez, il y a des risques, mais ils sont vraiment minimes, on tente le coup. Merci Michel de nous avoir éclairé sur cette histoire. Et puis si vous aimez l'espace, sachez que les nuits des étoiles démarrent ce soir du 9 au 11 août. On va pouvoir observer une 50aine d'étoiles filantes par heure. Saturne, Jupiter et Mars seront observables. Et puis Michel, avant de vous laisser, on a appris, rien à voir, que le Premier ministre japonais Fumio Kishida avait renoncé à un voyage prévu en Asie centrale en raison d'un risque de méga-séisme. Hier, une secousse de magnitude 7,1 a d'ailleurs fait 8 blessés dans le sud du Japon. C'est quoi un méga-séisme, Michel ? Alors, le problème, vous l'avez bien compris, le Japon est une des zones les plus actives du globe parce qu'il est à la confluence de 3 plaques dans la baie de Tokyo. Il y a 3 plaques qui se chevauchent les unes sur les autres. Et ça donne des tremblements très actifs avec des déplacements de plusieurs centimètres par an. Et qui fait que ça donne des tremblements de terre. Le dernier, 2011, vous vous souvenez, celui qui a amené le tsunami qui a ravagé la centrale nucléaire, il était de magnitude 9. 9, c'est énorme. Et donc, c'est ça qu'ils redoutent. Ils attendent le méga séisme. J'ai l'impression qu'ils se sont un peu avancés. Vous ne pouvez pas dire, pour le moment, dans l'état des connaissances, avec certitude, on sait où il se produira, ça c'est sûr, mais on ne sait pas quand il se produira. Voilà. Merci beaucoup Michel Chevalet de nous avoir éclairé encore une fois, expert et journaliste scientifique, et puis avec votre chaîne YouTube aussi on a toutes les réponses. Comment ça marche. Merci Michel. On l'avait créé avec Laurent Gérard ça. La chaîne vous l'avez créée avec Laurent Gérard. Oui. C'est drôle. L'expression qui est mienne, qui est comment ça marche, on l'a faite avec mon ami Laurent Gérard. Bon, merci Michel. À très vite. Un peu de musique.